Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour David Delco. Merci d'être avec nous sur Boursorama. J'ai fait le sommaire juste avant, on a plein de sujets à voir ensemble, mais dans l'actualité, on va en parler après dans l'émission. Le dossier Atos, juste quel regard vous portez de voir ce fleuron français qui est dans la tourmente, qui a 4 mois pour trouver un plan de sauvetage, 100 000 salariés, 10 milliards d'euros, des activités de cybersécurité, de supercalculateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est toujours triste de voir un fleuron de notre économie aller comme ça vers des difficultés que nous on a suivi de près sur un autre dossier qui est Orpea, qu'on a sauvé l'année dernière, qui s'appelle maintenant Emeis. Donc il y a des nouvelles règles qui vont s'appliquer, qui sont les règles européennes, et je leur souhaite évidemment bonne chance. Ce qui est la Caisse des dépôts pourra intervenir ou pas la Caisse des dépôts n'a pas à intervenir dans un dossier industriel sur lequel il y a certainement, il y a des concurrents qui sont intéressés, des investisseurs, des financiers. En revanche, Nicolas Dufour, le patron de BPI France, a déjà indiqué que si éventuellement sur tel ou tel actif avec une dimension stratégique, il y avait un opérateur qui était intéressé, BPI France pourrait intervenir en soutien minoritaire. Mais on parle vraiment que d'activités très limitées et pas de l'ensemble de la société. Ce qui pose problème, c'est cette dette. La dette, on y revient toujours. Et d'ailleurs, la dette, c'est aussi, on passe après à notre sujet, c'est le déficit public français qui a largement dérapé, 5,5% pour 2023. Quand on voit que les marchés financiers, on le commentera juste après, ne réagissent pas, le 10 ans français toujours à 2,80. C'est une surprise quand même, non ? Non, ce n'est pas une surprise. D'abord, la dette, on en parle plus. Pourquoi ? Parce qu'on a eu 40 ans de baisse des taux d'intérêt. Et depuis fin 2021, les taux d'intérêt remontent. Alors, pour les entreprises comme pour les États, c'est un souci. Après, l'économie française est quand même vigoureuse. La France est bien organisée, bien administrée. Il y a une capacité des Français à verser impôts, cotisations sociales. Et donc, ça veut dire que les marchés financiers ne sont absolument pas inquiets sur la soutenabilité de notre dette. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un effort d'ajustement, et le gouvernement s'en occupe de façon très vigoureuse, mais je trouve ça logique qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur les marchés, et en ce qui nous concerne, parce qu'on a aussi un peu nos investissements qui sont en dette publique, on n'est pas non plus inquiet du tout. Bon, vous avez publié la semaine dernière vos résultats. J'ai retenu un résultat net de 3,9 milliards d'euros, en baisse de 4%. Comment vous le qualifiez déjà, s'il fallait qualifier ce millésime 2023 ? C'est un résultat solide. En fait, on a encaissé quand même 2 coûts qui ont pesé négativement. Il y a la baisse de l'immobilier de bureau. Oui. Et ça a frappé tous les investisseurs. Nous, ça nous coûte près de 700 millions d'euros. Puis la Poste, ça vous coûte comment 700 millions ? Au travers de quoi ? C'est des provisions. En fait, nous sommes propriétaires d'immeubles dans nos investissements financiers. Et là, on en a pour plusieurs milliards, et ça, c'est vraiment des actifs que nous gérons directement. Et puis, au travers d'ICAD, dont nous sommes le principal actionnaire, et qui a aussi des actifs de bureau de grande qualité, mais qui, malgré tout, ont baissé de valeur. Donc, on a basé des provisions. De combien, d'ailleurs, au global ? Par rapport au plus haut, on pense, ça dépend des immeubles, bien sûr, 30 à 35%. Quand même. On n'est pas inquiet dans la durée, parce que, en ce qui nous concerne, près de 90% des immeubles sont dans des localisations qui sont des très bonnes localisations. Et donc, ces immeubles sont loués et ils ont un avenir. Et donc, c'est des provisions qu'on va certainement reprendre dans la durée. Puis, un deuxième effet qui, lui, a pesé que sur l'année 2023, c'est que les résultats de la Poste sont moins bons, essentiellement à cause de l'inflation et puis aussi l'évolution des taux d'intérêt. Ces 2 chocs ont été compensés d'abord par des plus-values. On a vendu l'activité santé d'ICAD, on a vendu le viaduc de Millau, et aussi des placements financiers. On a plutôt profité de la hausse des taux, puisqu'on a pu replacer une partie de nos actifs vers des actifs à taux d'intérêt plus élevés. On a pu récupérer des provisions qui avaient été passées dans les années précédentes, compte tenu de la qualité de nos portefeuilles. Et donc, au total, on a un résultat à peu près stable. Donc, je le qualifie de très solide. Et ce qui est important, c'est que nos fonds propres ont augmenté. Nos fonds propres, depuis 5 ans, c'est ça le moteur de notre activité, ont augmenté de 20 milliards d'euros. Ce qui donne plus de capacité. Alors, ça nous donne plus de capacité. On a 68 milliards d'euros de fonds propres qui vont nous permettre de financer, par exemple, la transformation écologique. On va engager dans les 5 prochaines années 100 milliards d'euros pour la transformation écologique. Et c'est ces bons résultats qui nous permettent de continuer à remplir nos missions. Justement, sur la hausse des marchés financiers, l'an dernier, elle vous a profité aussi ? Oui. Sur un portefeuille de 300 milliards, dont la moitié est cotée en bourse. On a 120 milliards d'euros d'exposition sur les actions dans nos portefeuilles de gestion et dans les filiales stratégiques. Et effectivement, on a en actifs liquides que nous gérons près de 300 milliards d'euros et effectivement une très, très belle performance l'année dernière. Les participations qui vous ont le plus profité dans le cadre de vos résultats 2023, les plus gros contributeurs?
Alors BPI France reste un gros contributeur. En étant un peu en baisse en termes de Un résultats. petit peu en baisse. On a des participations dans le transport d'énergie, et ça c'est essentiel pour l'avenir. RTE, Réseau de transport d'électricité, qui a annoncé aussi un plan d'investissement de 100 milliards d'euros. GRT Gaz, le gaz c'est une énergie de la transition, et ces réseaux demain vont transporter du biométhane, de l'hydrogène, donc c'est des infrastructures absolument essentielles. Sur la rentabilité de la Caisse des dépôts, ce n'est pas des questions qu'on se pose, mais je me suis dit, je vais regarder, 6% de rentabilité sur fonds propres de la Caisse, 4% pour les activités d'intérêt général, 8% pour les activités concurrentielles. C'est satisfaisant quand même, c'est digne d'une banque commerciale ça, non? Alors non, non surtout pas, parce que précisément nos activités d'intérêt général ont une rentabilité moindre, et c'est ce qu'il faut, soit parce que nous prenons plus de risques, soit parce que nous sommes prêts, comme on le fait dans l'immobilier de logement par exemple, à avoir des rentabilités moindres, parce que c'est conforme à l'intérêt général. En revanche, les activités concurrentielles, il faut qu'on soit de plein pied avec des concurrents privés, et là on vise du 8%, et les banques commerciales sont plutôt à 8 et même parfois au-dessus. Et donc ce 6% correspond vraiment à notre mix d'activités, à ce que nous recherchons. Et c'est ce que vous souhaitez conserver en rythme tendanciel, comme on dit? Alors, c'est lié à l'inflation aussi et au niveau de la croissance, mais vu ce qu'on anticipe en termes d'inflation, l'inflation baisse rapidement et la croissance malheureusement est peu vigoureuse, 6% est une cible qui nous paraît tout à fait conforme. La Caisse des dépôts va verser 2,5 milliards d'euros à l'État. C'est plus qu'avant le Covid, hein. J'ai regardé, et c'est peut-être la preuve que la Caisse s'est développée voilà, et dégage plus de résultats aujourd'hui. C'est une nouvelle normalité, ce 2,5 milliards, ces 4 milliards de résultats? Alors, on le souhaite. Avant le Covid, on était plutôt à un résultat annuel qui était autour de 2,5 milliards. Si on prend ce qu'on appelle les fonds d'épargne, la gestion du livret A et nos autres activités. Depuis, il y a eu l'opération dite mandarine, le rapprochement avec la Poste. Et donc, la taille du groupe a beaucoup grandi. On a plus de 1300 milliards d'euros d'engagement. Et donc effectivement, depuis 2021, nos résultats sont plutôt autour de 4 milliards. Même en 2021, il y a eu le contre-choc du Covid, si je peux dire, avec un résultat qui a tangenté les 5 milliards. Et il nous semble que c'est le bon niveau. Pas forcément simple à maintenir, parce que on est engagé dans des sujets qui sont difficiles. Mais c'est effectivement ce qu'on cherche à maintenir dans la durée. Un bon contribuable, 2,5 milliards. Ça aide au déficit de la France. Alors 2,5 milliards, c'est une somme importante, mais bon, c'est normal d'être un bon contribuable. C'est en fait la somme de 3 sujets. On verse un équivalent impôt, on n'est pas assujetti à l'impôt, mais on verse un équivalent impôt. Du côté des fonds d'épargne, il y a une très bonne année, et comme les fonds d'épargne sont garantis par l'État à ce titre, on verse... On parle du livret A, là. C'est livré à plus de 500 millions à l'État. Et puis il y a la Caisse des dépôts, canal historique, l'établissement public. Et là, on verse plus d'1,5 milliard, donc c'est important. Oui. Et c'est important que la Caisse soit en bonne forme, 70 milliards d'euros de fonds propres, on l'a dit, pour affronter tous les défis, tous les grands défis qui sont dans votre scope, à savoir la transition, la souveraineté, le développement économique, la cohésion des territoires. Il faut avoir des moyens pour... Il faut avoir des moyens. Par exemple, on a une difficulté liée à l'évolution des taux d'intérêt et puis à l'évolution du prix du foncier dans l'immobilier et dans le logement notamment. CDC Habitat, qui est la filiale immobilière de logement social et de logement intermédiaire de la Caisse des dépôts, a engagé 4,5 milliards d'euros pour acheter 17 000 logements, pour soutenir l'activité, et il continue à construire 20 000 logements. Ça c'est pour 2023, les rachats. Ça c'est en 2023. Pour 2024 ou rien n'est prévu? Non, on termine le programme, qui n'est pas complètement terminé, mais qui sera terminé. En revanche, on va continuer à construire vigoureusement, on va construire 20 000 logements. 000 logements sociaux en 2023, c'était 84 000 en 2022. Certains vous diront, vous pourrez en faire plus? Il faut en faire plus. Il faut en faire plus. Alors, on les finance. On a les prêts des fonds d'épargne ont dépassé 16 milliards d'euros. Donc, on est à un volume très élevé. Simplement, comme il y a de l'inflation, avec le même montant d'engagement, on finance moins de logements. Et puis, il y a une part aussi de ces financements qui vont vers la rénovation thermique des logements sociaux. Et ça, c'est nécessaire. D'ailleurs, ça fait baisser les loyers, enfin, ça fait baisser les charges plutôt des locataires. Donc, ça va dans le bon sens. Mais au total, l'année dernière, on aura construit 83 000 logements sociaux. C'est insuffisant. Il faut remonter à plus de 100 000. C'est ça ma question. Il en faudrait... Il en faudrait plus de 100 000 par an.
C'est ça qu'on faisait avant le Covid. C'est ça qui est nécessaire. Il y a plus de 2 millions de Français qui sont en attente d'un logement social. Et donc comment on fait pour retourner vers, ou aller vers 100 000 Eh bien, neufs par an? On a annoncé au congrès HLM de Nantes au mois de septembre des enveloppes nouvelles, 8 milliards d'euros pour le logement social, 5 milliards d'euros pour le logement intermédiaire. Il y a dans un texte de loi qui est en train d'être voté au Parlement une initiative qu'on appelle Territoire engagé pour le logement, pour qu'on puisse accélérer les procédures d'attribution de permis de construire, pour construire plus dans les métropoles, dans les zones tendues. Et puis nous, on va continuer à dialoguer avec les élus. On peut avoir une source nouvelle, par exemple. Avec l'évolution du commerce, il y a un certain nombre d'entrées de ville où il y a des grands hypermarchés qui vont être transformés dans des projets d'aménagement. Dans ces projets d'aménagement, il faut absolument qu'on mette du logement social, du logement intermédiaire, parce que c'est des zones qui sont très bien connectées sur les centres-villes et qui peuvent être aussi des développements intéressants. La différence entre logement social et logement intermédiaire, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, le logement social, c'est ce qui est pour les personnes ayant les revenus les plus modestes dans la population. Et les attributions sont décidées par des commissions avec un certain nombre de partenaires et avec un certain nombre de catégories qui sont prioritaires pour le logement social. Le logement intermédiaire a un avantage fiscal moindre, ce qui fait que le loyer est un peu supérieur au logement social, mais il peut y avoir des contrats avec des grands opérateurs. Typiquement, EDF pourra construire des logements intermédiaires pour loger les ouvriers qui vont construire les centrales. Les gendarmeries peuvent être logés dans du logement intermédiaire, les hospitaliers peuvent être logés dans du logement intermédiaire, parce que dans ces cas-là, le propriétaire a plus de marge de manœuvre pour allouer les logements à des catégories qui doivent être des catégories à revenus modestes, mais il y a plus de souplesse d'attribution. Puisque vous parlez, Éric Lombard, d'EDF, est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles missions pour la Caisse? Vous me direz que vous avez déjà suffisamment à faire, mais le financement du nucléaire, on sait que c'est sur la table. Vous en discutez avec l'État, avec EDF, c'en est où? Alors, la première étape, c'est que le programme de construction des centrales soit calé, que oui, vous avez raison, le dessin industriel soit calé, et donc c'est ça la priorité de Luc Rémont et de ses équipes. En parallèle, on a commencé à parler et avec EDF et avec l'État, donc ces discussions sont vraiment très préliminaires. La proposition de financer ce programme de centrale nucléaire par les fonds du livret A est sur la table. Ce serait logique parce que c'est un élément important de la décarbonation de notre économie. On sait que pour décarboner notre économie, il faut baisser la consommation d'énergie. C'est très important, il faut qu'elle baisse. Mais si elle baisse et si elle est décarbonée, il faut qu'elle soit intégralement électrique, d'origine renouvelable et nucléaire, sinon on n'a pas la capacité à remplir les besoins de notre économie, des Françaises et des Français. Et donc il me semblerait logique dans ce cadre que l'épargne des Français finance ce programme. Et en plus, on peut avoir des financements de très long terme, jusqu'à 80 ans, et ce sera aussi nécessaire. Alors j'en profite, puisqu'on vient de parler du logement social, pour rappeler que notre première priorité sera toujours le logement social, mais que les montants en cause n'ont rien à voir. L'année dernière, sur le logement social et sur les collectivités locales, on aura engagé 16 milliards et demi de prêts nouveaux. Si on finance par exemple un tiers du programme nucléaire, ça représentera quelques milliards de plus par an, en fonction de la quotité, et c'est quelque chose qui est tout à fait absorbable par l'épargne des Français. Je rappelle que l'année dernière, l'épargne nette des Français en livret A et livret d'épargne réglementée, c'est 60 milliards d'euros. Ça va baisser cette année, ça a commencé à baisser en début d'année, mais on voit bien que cette épargne est abondante et elle doit être placée dans des projets d'intérêt général. Dans les autres projets à financer, il y a la guerre, on sait, il y a la guerre en Ukraine, donc financer l'industrie de l'armement. Vous dites pourquoi pas, sachant que la Caisse investit déjà dans le secteur de la défense. Alors, on a des entités dans le groupe, notamment BPI France, qui finance déjà, sur un mandat de l'État, les exportations militaires. Nous sommes actionnaires, soit BPI France, soit la Caisse, de grandes entreprises qui ont une dimension d'armement dans leur activité. La question, c'est, il faut probablement aller plus loin, notamment pour financer le tissu industriel de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, de l'armement. Les banques commerciales. C'est le rôle des banques qui le font, qui le feraient encore plus s'il y avait des contrats de moyen terme passés entre l'État et ces entreprises, qui est en train d'être fait. Et puis ce secteur a peut-être besoin aussi qu'on y mette plus de capital.
Et ça peut être un rôle que peut jouer BPI-France, que peut jouer la Caisse des dépôts, que doivent jouer naturellement les banques, les investisseurs institutionnels, les compagnies d'assurance. Et je pense qu'il y a un changement de vue de ce que c'est que l'industrie de la défense, qui était considérée auparavant comme non conforme aux règles gouvernementales, aux règles d'ESG, hein, notamment par rapport à l'environnement, à l'action sociale. Et or, il me semble que c'est tout à fait conforme à l'ESG. Parce qu'on voit bien que la défense nationale, c'est aussi la défense de notre démocratie et de notre trajectoire environnementale. On sait que Bruno Le Maire, il avait dit en 2023, il est favorable à un livret consacré à la défense. On sait que ça fait polémique. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, hein? Il n'y a pas de blocage, il y a une évolution de notre société qui, au niveau national et au niveau européen, doit s'adapter à un nouvel ordre du monde, qui est un ordre qui est peu satisfaisant, mais on a... Il y aura peut-être un jour donc un livret défense? Alors ça, c'est une décision qui relève de l'État. C'est pas nécessairement, d'ailleurs, à l'épargne réglementée. L'épargne réglementée ne prête pas aux entreprises, ou alors indirectement avec des programmes qui sont des programmes de grande ampleur. C'est plutôt la Caisse des dépôts, par son activité, son mandat traditionnel, BPI-France ou d'autres entités du groupe, qui peuvent prêter à ces entreprises ou mettre du capital dans ces entreprises. Le fait que le livret A soit dans le champ de ce débat vient d'initiatives parlementaires qui visent à orienter la partie du livret A qui est conservée dans le bilan des banques vers ces activités. Donc ça ne concerne pas la Caisse des dépôts. Un petit mot, on finit là-dessus. On sait que les PME sont en bourse, en tout cas à la peine. C'est pourquoi le président de la République fait du financement des PME en bourse une priorité. Il a annoncé le lancement par la Caisse sur ses fonds propres d'un programme de 500 millions d'euros pour investir dans des fonds PME et ETI qui sont cotés. Expliquez-nous un petit peu. Les entreprises de petite et de moyenne taille, depuis quelques années, performent en bourse moins bien que les grandes entreprises du CAC 40, alors même que leurs performances opérationnelles sont d'excellente qualité. Et ça nous pose un problème qui a été bien identifié par le gouvernement depuis quelques temps, c'est que du coup, certaines de ces entreprises peuvent être tentées d'aller se faire coter en bourse de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui n'est bon pour personne, enfin en tout cas n'est pas bon pour notre économie, d'où l'idée de leur aménager un écosystème qui est plus favorable et d'inciter à l'investissement des institutionnels. Et donc dans ce cadre, nous souhaitons que les institutionnels nous suivent, mais nous sommes nous-mêmes un grand institutionnel. Et donc dans notre programme investissement, on a décidé de dédier 500 millions d'euros de plus, effectivement. Qui servirait à? Alors, qui va alimenter les gestionnaires d'actifs qui sont spécialisés dans ces activités-là. Alors il y a une partie qu'on va faire en direct, et l'autre partie, on va souscrire à des grands gestionnaires d'actifs dans les fonds dédiés. C'est une forme de souveraineté économique. Tout ce qui renforce notre économie et notre industrie contribue à notre souveraineté économique, j'ai aucun doute là-dessus. Juste pour rappeler, en termes de transition écologique, les milliards, encore une fois, parce qu'on parle de milliards dans les résultats, au service, encore une fois, de la cohésion sociale, du verdissement de l'économie française. Quels sont les montants en jeu sur une année, qu'on comprenne bien, qu'on voit l'ampleur? En capital, en nouveaux fonds propres déversés dans l'économie, chaque année, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros. Donc c'est considérable. Et en prêt, on est à plusieurs dizaines de milliards d'euros, parce qu'il y a les prêts des fonds d'épargne, les prêts des différentes entités du groupe. Et donc là, on arrive à près de 70 ou 80 milliards chaque année qui sont engagés, mais dans de nombreux secteurs. La transformation écologique, c'est 20 milliards par an. 20 milliards par an, là où il y a un rapport qui était sorti. Alors c'est un tiers du besoin. Voilà, ça c'était le rapport 60. de Pisani-Ferry, Salman Mahfouz. Donc la Caisse va financer un tiers. On va financer dans les 5 ans qui viennent un tiers des besoins de transformation écologique du pays. Voilà. Donc il faut trouver les 2 autres tiers. Voilà, qui viendront d'où d'ailleurs? Du secteur privé. Alors du secteur privé, de l'État, des collectivités locales, alors pour partie financée par nous, donc ça tombe dans notre tiers, mais aussi par d'autres sources de financement. Les collectivités locales vont jouer un rôle essentiel dans la transformation écologique. Les mobilités douces, la rénovation thermique des bâtiments publics, tout ça passe beaucoup par les collectivités locales. Et ça sera plus simple si les taux d'intérêt de la BCE rebaissent? Alors les taux d'intérêt de la BCE, oui, sont amenés à baisser. Bientôt sans doute, sans doute. Oui, non, mais ça pourra aider au financement de ces grandes priorités. Alors, de revenir dans un monde où les taux d'intérêt sont plus élevés, mais moins élevés que ce qu'ils étaient là. Alors ça va contribuer probablement à la baisse du taux du livret A, qui est une source importante de financement pour les collectivités, à la baisse de certains financements bancaires. En revanche, les taux à long terme, et vous disiez tout à l'heure en introduction que l'OAT était à 2,8%, les taux à long terme ne devraient pas forcément baisser tout de suite.
Bon, ils l'ont déjà un petit peu. On vient de 3,5%. Exactement, exactement. Non, au total, la stabilisation des taux, je ne parlerai pas de baisse parce qu'encore une fois, on vient de taux négatifs, mais on est en train de se stabiliser à des taux courts plus faibles et des taux longs qui vont rester probablement à cette altitude. Ce qui est mieux pour financer toutes ces priorités. Ce qui est important pour financer tout cela. Merci pour cet entretien. Éric Lombard, donc, directeur général de la Caisse des dépôts, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.